Paris, 20e arrondissement. Le quartier Piat, une cité en proie au trafic de drogue. Ici, on compte pas moins de 3 points de deal. Au pied des immeubles, sur l'esplanade et aux abords du parc de Belleville. À l'entrée du parc, sur des scooters ou en pleine rue, de nombreux dealers attendent les clients et enchaînent les transactions. Nous arrivons à peine dans la cité qu'un vendeur nous aborde. Le jeune homme nous invite à le suivre dans un hall d'immeuble. C'est ici, à l'abri des regards, qu'il traite avec ses clients. Je t'attends ici, hein. Soudain, un jeune garçon nous prévient. Ok. Apparemment, ici, même les plus petits connaissent la spécialité du quartier. Quelques secondes plus tard, le dealer réapparaît. Il cache les sachets d'herbe dans son caleçon. Franchement, je peux là-dessus. Nous prétextons manquer d'argent et repartons sans conclure la transaction. Stopper les trafics du quartier Piat est devenu la priorité pour la police du 20e arrondissement. Tony, 38 ans, est le chef de la BAC, la brigade anticriminalité. Un dealer, où ça? Tous les jours, il patrouille en civil à la recherche du flagrant délit. Mais depuis quelques semaines, il n'a qu'un seul objectif. Interpeller l'un des plus gros vendeurs d'herbe du quartier. Aujourd'hui, les policiers de la BAC ont une chance de l'arrêter. Posté à l'entrée de la cité, Tony et son équipe attendent de connaître la position exacte du dealer. Ok, et la description c'est quoi là? Sur un banc en train de jouer aux cartes, sur l'esplanade, ouais. Et il est à droite de celui qui a le chapeau blanc. Ouais, celui à capuche noire, il est ouvert. On tape celui qui est à côté du chapeau blanc. Ouais. Ouais, celui-là, on l'interpelle et le chapeau blanc, faut le contrôler pour voir s'il n'a pas du matos sous lui. Une interpellation délicate. Les policiers savent qu'ici, ça se passe rarement en douceur. Le problème, c'est que dès qu'on va mettre pied à terre, ça va partir dans tous les sens. Ils sont nombreux, donc ça va partir. Dès qu'on met pied à terre, ils savent que quand on descend, c'est pour interpeller. Je vais être obligé d'y aller, il y a du monde à l'angle. Hein. Je suis obligé de m'engager, ils m'ont vu. Le dealer est là, face aux policiers. Il porte une sacoche qui pourrait contenir de la drogue. Il est debout face au banc. Il peut partir en courant. Tony a vu juste. À peine descendu de voiture, une poursuite s'engage. Le parc, annonce! La BAC a l'habitude de ces courses effrénées pour rattraper les fuyards. Le dealer à la sacoche s'enfuit en direction du parc. Reste là! Simultanément, Tony s'occupe de l'un des complices, resté en haut du parc. C'est ce jeune homme au chapeau blanc et en tongs. Tony tente de l'approcher, mais le suspect s'enfuit. Une deuxième course démarre dans les ruelles de la cité. Non, t'en vas pas comme ça, c'est pas la peine. T'es en tongs, regarde. Le dealer à la sacoche, lui, est prêt à tout pour échapper aux policiers. Il parcourt près d'1 kilomètre en quelques minutes. Il veut surtout se réfugier dans un immeuble en contrebas. Mais au pied de la cité, il a droit à un comité d'accueil plutôt musclé. Une vingtaine de policiers ont été appelés en renfort pour quadriller le secteur. Le jeune dealer est pris au piège et aussitôt interpellé. Mais dans la cavale, il a pris soin de se débarrasser de sa sacoche. Elle est où la sacoche? Elle est où? Il n'y avait pas une sacoche? Franchement, je sais pas. À l'intérieur, au fond, dans la cuisine. Dans la cuisine? Tu veux que je vienne avec toi? Le policier de la BAC fouille un foyer associatif où le dealer aurait pu cacher des preuves. La sacoche devait sans doute contenir de l'herbe ou de l'argent provenant du trafic. Mais elle reste introuvable. T'es derrière au cul de Quelques centaines de mètres plus loin, Tony a perdu la trace du complice en tongs. Mais une chose l'intrigue davantage. Il a pris la fuite même pieds nus là, il a largué ses tongs. Et j'ai 40 mètres derrière lui. Et là à ce moment-là, je sais qu'il fouille au niveau de sa poche, au niveau de son bas-ventre. Et il a dû certainement, le temps qu'il descende dans l'escalier, se débarrasser de quelque chose. Tony est persuadé que le suspect s'est débarrassé de la drogue. Très bien plus. Jeter quelque chose là-dedans. Et s'il a acheté, il peut jeter sous une voiture. Là, regarde. Le policier a du flair. Il retrouve 2 pochettes d'herbe jetées par le fuyard. Tu vois?
Valeur à la revente, 40 €. Je savais bien que c'était débarrassé de quelque chose. Tony a récupéré les preuves. Un peu plus loin, le suspect a été interpellé par une autre équipe de la BAC. Tiens, Où ça? au pied de la bagnole, en descendant les escaliers. Non, c'est pas moi. Même s'il nie, le jeune dealer est emmené au commissariat pour être entendu. N'empêche que tu galopes vite sans les tongs. J'ai dit, elles sont les tongs, vous les avez pas pris maintenant. Eh, tu te fous de moi ou quoi? C'est pieds nus que le jeune homme rentre au commissariat. Pour simple usage et détention de drogue, il risque 1 an de prison ferme. À l'étage, les officiers de police judiciaire ressortent le dossier du suspect numéro 1. C'est lui qui était surveillé depuis plusieurs jours par la BAC. Est-ce que t'as déjà fait de la prison? L'année dernière, le jeune dealer a déjà été condamné pour trafic de cocaïne. À tout à l'heure pour après sortir. Cette fois, comme il a pris soin de se débarrasser de la drogue, il ne risque pas grand-chose. Ben, je pense que tout à l'heure, il sortira avec un rappel à la loi, en fait. Ces jeunes dealers savent comment s'y prendre pour faire tomber la procédure et retourner aussitôt au trafic dans la cité. Situé à l'est de Paris, le 20e, un arrondissement populaire où se croisent les quartiers de Belleville et de Ménilmontant. D'un côté, le 20e bohème, avec ses ruelles typiques et le célèbre cimetière du Père-Lachaise. De l'autre, le 20e HLM, avec ses façades graffées et les hauteurs de Belleville, le plus haut point de vue de Paris. L'arrondissement compte près de 200 000 habitants. Ici se côtoie une population modeste, parfois très pauvre, et une jeunesse branchée, fraîchement débarquée. Mais le 20e, c'est aussi le 3e arrondissement de Paris où le taux de délinquance est le plus fort. 6 km², où on dénombre plus de 13 cités sensibles. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le travail de la police du 20e. Tony, chef de la BAC, 14 ans de service. Sa spécialité, lutter contre le trafic de drogue et surveiller les quartiers difficiles. Le dealer ressort, 1m70, 16-17 ans. Didier, le patron de la brigade d'enquête et d'investigation, il doit élucider une affaire de vol spectaculaire. Tu es placé en garde à vue pour vol effraction. Interpellation musclée, Que tu ailles en prison ou pas, c'est pas mon problème. trafic, parole de voyou, Si je suis millionnaire, j'arrêterai par exemple. immersion avec la police au cœur du 20e, un des points les plus chauds de la capitale. Range ta caméra de merde, là. Range ta caméra de... Cité Bisson, le coin le plus sensible de l'arrondissement. Ici, la spécialité, c'est le crack, un dérivé de la cocaïne qui fait des ravages. Jour et nuit, les jeunes du quartier organisent le trafic. Comme dans les cités de la drogue en banlieue parisienne, des guetteurs sont disposés à chaque coin de rue pour prévenir les dealers de l'arrivée des policiers. À peine entrée dans le quartier, la voiture civile de la BAC est repérée. C'est annoncé. Pu, c'est le signal d'alarme codé des guetteurs. Ils annoncent la police. Bon, on sait pas trop. Pu, peut-être le diminutif de stup. Stupu. Et à l'intérieur de la cité, Le lion rentre dans la jungle. Tony et son équipe sont pris à partie. Recule. Moi, c'était pour qui ta mère, par contre. Moi, je te dis ta mère, tu prends comment? Tu prends comment si je te dis? J'entends rien. Mais non, mais s'il n'y avait pas eu le bâtard, j'aurais pas fait demi-tour. Enfin, j'aurais pas fait marche arrière, on est bien d'accord. C'est les insultes. Voilà, on trace et c'est bon. Soudain, des jeunes du quartier jettent des œufs. Rentre dans la voiture. Parce que après, ça va être la merde. À très bientôt. L'œuf, je sais très bien que c'est pas toi. Heureusement. T'inquiète pas. Mais ça va se payer. On verra. Tony et ses collègues repartent. Ils préfèrent ne pas répondre aux provocations. Ils comptent bien revenir. Car il y a quelques jours, ils ont observé dans cette cité un curieux manège avec un jeune dealer. Sur ces photos, on le voit au pied d'un immeuble, guetter une fenêtre. C'est alors qu'on lui jette un sachet contenant a priori du crack. Ici, pour se passer de la drogue, cela se fait par les fenêtres.
À Bisson, ce genre de scène a lieu à ciel ouvert et aux yeux de tous. Quelques jours plus tard, ambiance briefing au quartier général de la BAC. Avec son équipe, Tony compte mettre un coup de frein au trafic de crack dans la cité. Leur objectif, interpeller en flagrant délit le jeune trafiquant que l'on voit sur les photos. Non, il fait son sac à l'intérieur. Il rentre quand même. Des fois, il le fait au premier étage, au deuxième ou au rez-de-chaussée, ça dépend en fait. S'il y a quelqu'un qui est dans le hall là qui vous voit sortir, c'est baiser, ça va crier plus. Le plus délicat, c'est l'entrée. Le plus délicat, c'est maintenant qu'il faut rentrer. Pour ne pas se faire repérer, les policiers de la BAC vont utiliser un camion de surveillance banalisé. C'est le blanc. Dans leur jargon, un soum, c'est un sous-marin. Donc là, on va se mettre en planque à Bisson. C'est pour pouvoir être au plus près du dispositif, voir les guetteurs, les dealers et voir l'arrivée des acheteurs. Bon, on y va, c'est parti. Le sous-marin est garé incognito en plein cœur de la cité, juste en face du principal point de vente de crack. Au même moment, 2 autres voitures de la BAC bouclent les abords de la cité. On s'est arrêté à proximité du quartier sans être trop proche non plus. Et on va attendre en fait de recevoir des informations de notre collègue qui est en surveillance sur le quartier. Et une fois qu'il verra une transaction, on ira au contact du supposé acheteur. D'abord les acheteurs, puis les dealers. Exactement, ouais. Toujours dans ce sens-là. Il faut confirmer que le produit a bien été donné. Pour que les policiers de la BAC prouvent la transaction, ils doivent arrêter un acheteur avec du crack sur lui. Tony, embusqué dans la cité, commence la planque. Le point de ville, c'est la grille qui est grise là-bas, où il y a le panneau d'interdit de stationner qui est dessus. En fait, dans cet immeuble-là, t'as une famille à problème, ils sont 3 ou 4 frangins, et c'est eux qui tiennent le business du crack, en fait. Soudain, Tony croit reconnaître l'un des frères dealers. C'est lui que l'on voit sur les photos, avec du crack. Et oui, c'est lui. Bingo. Donc ça, c'est notre dealer. Il est à peine 11 h et déjà, un premier client arrive. C'est lui, c'est un acheteur de crack. Et hop là. Il se présente au dealer. À tous, Tony, à tous. Il y a une prise de contact devant l'Esnavant. Un acheteur bien habillé. Il rentre avec le dealer dans le hall. Et là, voilà, la transac se fait. Il est en train de servir. Tu vois, il a le morceau dans les mains. J'ai pas bien vu. Je me demande si c'était pas un caillou de crack. Les policiers de la BAC doivent maintenant intercepter l'acheteur au plus vite. À tous, c'est Tony. L'acheteur ressort. Il redescend la rue Bisson en direction du boulevard de Belleville. C'est reçu. Ouais, c'est bien reçu. Les policiers attendent que l'acheteur s'éloigne de la cité pour éviter qu'il donne l'alerte aux guetteurs et aux dealers restés sur place. Ouais, c'est bon, on a l'individu. Hein. Il redescend la rue de Belleville en direction du Drôme. Hein. On va le mettre tranquillos dans la bagnole. Discrètement, un policier de la BAC demande au client de le suivre. D'emblée, l'homme lui tend quelque chose. D'accord, c'est du crack. Oui. Okay. Surprise, le client est à peine âgé de 25 ans. Désormais, le crack ne touche pas seulement une population modeste, voire marginale. Ce jeune homme branché vient d'un quartier aisé de Paris. Ce que vous avez acheté là, ça représente combien? 50 €. Pardon? 50 €. Ça représente une consommation de combien de jours pour vous? Une semaine. Une semaine? Chaque semaine, le toxicomane avait pour habitude d'acheter dans le quartier 50 € de crack, soit un budget mensuel de 200 €. T'as un choix, quoi. Tu commences à être insuffisant. Cela fait 2 ans qu'il est accro. Lors de sa fouille, Cyril trouve une pipe à crack. Pipe artisanale. Souvent, l'envie est trop pressante et le toxicomane consomme la drogue directement sur place à l'aide de cette pipe. Pour avoir acheté du crack, le jeune homme va être placé 24 heures en garde à vue. Si tu te sens pas bien, t'as plus quand même. Dans quelque temps, il sera convoqué devant le juge. Il risque jusqu'à 1 an de prison et 3 000 € d'amende. Au même moment, la deuxième équipe de la BAC s'apprête à coincer le vendeur de crack. À la radio, Tony tente de décrire de façon précise le dealer à ses collègues. Le dealer ressort. 1m70, 16, 17 ans, tout noir. Je
préfère que vous décaliez maintenant parce qu'il y a une autre transac avec un autre. Le dealer enchaîne les transactions avec d'autres acheteurs. Pour Tony, il faut intervenir tout de suite, mais son équipe est réduite. C'est un quartier. Il n'y a que des voyous et forcément, à chaque fois qu'on intervient, on n'est pas très bien reçu. Ok, merci. Quasiment chaque fois ça se passe mal. Il faut qu'on soit vraiment, qu'on regarde partout, qu'on ait les yeux partout. C'est bon, on rentre dans Bisson. On rentre dans Bisson. Les policiers ont réussi à détourner la vigilance des guetteurs. Le jeune dealer et l'acheteur sont toujours sur place. Les policiers ne perdent pas de temps. Dans cette cité, il faut faire vite. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Mais ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es en train de faire quoi, monsieur? Mais t'es en train de faire quoi? Comme les policiers le craignaient, des jeunes viennent à la rescousse du dealer de crack. Il s'agit en fait des frères du jeune dealer. Celui-ci a passé 8 mois en prison pour trafic de stupéfiants. Il est sorti il y a 3 semaines. La tension monte. Les grands frères sont prêts à en découdre. Ces hommes tiendraient quasiment tout le trafic de crack dans la cité. Aujourd'hui, le petit frère fait équipe avec les grands. Parce que t'as fait un peu de business. Quel business, mon chien, t'as fait? Ok. C'est l'âge. C'est les autres. C'est plus jeune, hein. Malheureusement, c'est de plus en plus jeune. Le jeune est déscolarisé et déjà connu des services de police. Les policiers de la BAC sont persuadés qu'il cache du crack sur lui. Ouais. Sûr? Ouais, du tout. Le jeune dealer pensait tromper les policiers en dissimulant la drogue dans son pantalon. On est des enfants, quoi. Jean-Luc, 56 ans, prend la suite de l'affaire. Avec 35 ans de bac derrière lui, c'est lui le plus expérimenté du groupe. À force, il a vu défiler tous les dealers du quartier dans son bureau. Alors c'est quoi ça On pose la question. La dernière fois que je te la pose. C'est quoi? C'est des bonbons. Des bonbons de quoi? Des bonbons? Mais à quoi? À ma montre. Ça fallait beaucoup, toi, qui mettent des bonbons dans l'ancien. Oh, bien, hein. Pour qu'il chauffe. Pardon? Pour qu'ils chauffent? En plus, tu fais de l'humour. Tu regardes la pesée? 0,9 grammes de crack. C'est du crack? À l'aide d'un test, les policiers prouvent au jeune dealer que le produit est bien du crack. Regarde, c'est bleuté. Tu vois? Un petit caillou. Pourquoi qui est bleuté? Regarde, viens ton caillou pour moi, regarde. C'est le caillou. Tu vois le caillou, l'enfant? Il est au fond. Ici. Mais le jeune homme feint de ne pas connaître cette drogue. Une version peu crédible. Un juge l'a récemment placé sous contrôle judiciaire pour trafic de crack dans la cité de Bisson. Qu'est-ce qu'il t'a dit la dernière fois, le juge? Que si tu reviens de bêtises? Elle a dit déjà, je dois pas être sur le 20. Déjà, t'es interdit de 20. Ah, sur Paris aussi. Déjà, Paris, et on t'a interdit d'arrondissement, donc le 20e. En plus, tu reconnais un délit. Ah, je te dis pas me faire attraper. Ah, tu comptais prêt de faire attraper. Pas vu, pas pris, mais là, la police était là aujourd'hui. Excuse-moi, je peux te poser une question, s'il te plaît? Ouais. C'est toi, Jean-Luc? Ouais. Et donc? C'est rien, c'est toi, je te pose une question. Une question. Toi, tu m'avais jamais vu? En principe, je vis caché. Tu me vois au dernier moment, mais des fois, tu passes tellement près de moi que tu me touches les cheveux, mais sans le savoir. Réfléchis. Où je pouvais être? Réfléchis bien. Jean-Luc, apparemment, on vous craint dans 20e. On me craint parce que j'ai interpellé déjà une partie de la famille, surtout qu'il y en a quand même pas mal qui sont partis en prison. Ah, c'est pas choquant de voir un mineur dealer du crack? Si, moi ça me choque, parce que c'est des gamins qui sont déscolarisés très jeunes, ils monnaient facilement de l'argent de bonne heure pour les remettre dans le travail de tous les jours, ça va être difficile. On va leur présenter un travail gagné au SMIC, le SMIC, ils le font en une après-midi. Ils vont se faire 1 000 € en après-midi. D'après les policiers, le trafic de crack dans la cité de Bisson rapporterait en moyenne plus de 6 000 € par jour. Les policiers veulent à présent fouiller le domicile de la famille du jeune dealer.
à la recherche de crack ou d'argent provenant du trafic. On se rend avec le SAI pour notre mission pour une perquisition stup. On plante la rue de toute façon. Plusieurs voitures de police quadrillent la cité sensible. Des agents en tenue entourent le bâtiment où habitent les dealers. C'est juste qu'ils balancent rien de la fenêtre. Arrivé devant le domicile, le frère du dealer refuse de donner les clés pour empêcher les policiers d'entrer. Je m'en bats les couilles. T'as les clés ou pas? Je te donne pas les clés. Tu sais pas pourquoi je te donne pas les clés? Tiens, tu le pousses, on va péter la porte. Au moment où les policiers décident de forcer la porte, l'aîné arrive avec les clés. Tiens, viens. Doucement. La perquisition a lieu en présence du jeune dealer et de son grand frère. Je passe en premier. Je regarde son truc. Moi, je sors de prison, là. Il n'y a rien à vérifier. C'est bien, j'ai quand même vérifié. Il n'y a rien à vérifier. Je vérifie quoi? Peut-être, t'as tout. D'accord. T'inquiète pas, je peux foutre le bordel, je vérifie ça correctement. Vérifie, tu verras, là. Fais bien la chambre. À mon avis, il y a quelque chose ici. L'intuition des policiers sera bonne. Un peu plus loin, Jean-Luc trouve du crack dans une des vestes. Ben voilà. Il y en a encore un petit peu de crack. La veste appartient au plus jeune qui a dû oublier des sachets de drogue au fond de sa poche. Une erreur de débutant qui agace son grand frère. S'il y a un truc, dis-le tout de suite. Voilà, retourne pas à la maison. S'il y a un truc, dis-le tout de suite. Dis-le. Voilà. Non, voilà, c'est fini le truc là. On retourne tout là, on revient. S'il y a un truc, dis-le tout de suite. Il y avait que ça. Pas quoi. Fin de la perquisition. Les policiers s'empressent de quitter la cité. Retour au commissariat du 20e. Bilan, 120 € retrouvés en petites coupures et au total 18 grammes de crack. Le butin sur la table s'élève à plus de 1 000 €. Lors de la perquisition, les policiers ont aussi retrouvé 3 bouts de papier griffonnés par le dealer. À première vue, un genre d'offre promotionnelle. Ça, c'était trouvé donc en possession du vendeur dans son blouson. Un caillou acheté 20 €, 3,50, 600. Et 3 clients apportés, un caillou offert. C'est-à-dire c'est surprenant. Donc ils fidélisent carrément les clients. Moi ça me surprend. Surtout qu'on sont tous à 16 ans. Malgré son écriture enfantine et ses fautes d'orthographe, le jeune dealer se constituait déjà sa propre clientèle. Il sera placé en garde à vue 4 jours, la durée maximale dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. Alors le garçon s'inquiète de trouver le temps long. J'aurai des journaux, tout ça. J'aurai des journaux, tout ça. Des journaux, oui, puis il y a la PlayStation 3 aussi. Non, mais ça. 4 qui va sortir. Ah non, mais ça. Non, t'as pas de journaux. T'as à manger, t'as une couverture, un matelas. C'est le juge pour enfants qui décidera de sa peine. Il risque l'enfermement dans un foyer pour mineurs, loin du 20e arrondissement et de sa cité du crack. Bisson, Pia, mais aussi Saint-Blaise, Ortho, le 140. Dans le seul 20e arrondissement, 10 cités sont impliquées dans le trafic de drogue. Un fléau qui donne du fil à retordre aux policiers. Mais depuis peu, un autre phénomène prend de l'ampleur dans le 20e. Les cambriolages ont augmenté de presque 20% en un an. Aujourd'hui, il y en aurait en moyenne 3 par jour. Retour au commissariat, dans le bureau de la BEI, la brigade d'enquête et d'investigation. Voici le patron, Didier, 53 ans. Son équipe est sur une grosse affaire de cambriolage. Un casse à plus de 31 000 € dans une société d'informatique. Donc 23 ordinateurs, 6 téléphones. La brigade a monté un dossier d'une centaine de pages, avec des photos et des plans détaillés. Ouais, effectivement, on est à l'emplacement des caméras. Mais le meilleur atout de Didier, ce sont les images de vidéosurveillance. Elles viennent d'être récupérées par les enquêteurs. La scène a été filmée dans les moindres détails par les caméras. 22 h, un individu cagoulé brise la porte d'entrée de cette société. 2 autres complices le suivent. Pour être plus discret, l'un d'eux prend le soin de dissimuler la vitre cassée. À l'intérieur, les 3 complices fracassent une dizaine de portes et volent du matériel informatique. Des écrans d'ordinateur, des PC portables, des tablettes tactiles et des téléphones neufs. Le casse dure plus d'une demi-heure.
Didier scrute chaque image à la recherche d'indices. Je pense qu'on a là quelqu'un qui utilise son téléphone. On pense qu'il est en communication là. Donc ça va être un élément aussi qu'on va exploiter à la suite de l'enquête. On va essayer de voir si on a des suspects. À ce moment-là, on identifiera son téléphone et puis on verra avec qui il est en communication à ce moment-là. Ça peut être un complice, quelqu'un qui fait le guet à l'extérieur. Mais ce n'est pas tout. Didier va faire une découverte surprenante. Ici, voilà. Donc on a un individu qui rentre. Il a complètement oublié de dissimuler son visage alors que ses deux copains, eux, avaient mis la capuche sur leur tête. Lui, il a complètement oublié. Là, c'est du pain béni pour vous. Là, c'est... voilà, donc on va avoir vraiment un portrait. Plusieurs individus à visage découvert, un téléphone utilisé, autant d'éléments précieux pour Didier et son équipe. Le lendemain, bonne nouvelle. Les policiers ont réussi à identifier 2 des auteurs. Eh bien, bingo. Donc, on a un fonctionnaire, un adjoint de sécurité qui est souvent sur le secteur, qui se souvient avoir interpellé l'un d'entre eux, en particulier ceux qu'on voit le mieux. Donc, on a son nom, on a son prénom. Et puis, le deuxième, ce sont des fonctionnaires de la BAC qui sont venus et qui nous ont dit, le deuxième, nous, c'est lui. C'est donc avec le nom et le prénom. Ça nous permet l'identification de 2 individus mineurs. Ils ont quel âge ? Ils ont 15 ans, tous les deux. Ils ont moins de 15 ans. Malgré leur jeune âge, les policiers vont découvrir qu'ils n'en sont pas à leur premier casse. Une quincaillerie, un restaurant et même un entrepôt. En quelques mois, les 2 mineurs ont déjà un beau palmarès. Là, ils sont vraiment sur la mauvaise pente. Les suspects ont été formellement identifiés. Les enquêteurs doivent les interpeller dès le lendemain. 6 heures du matin, pour les policiers de la brigade d'enquête, la nuit a été courte. La veille, ils ont obtenu le feu vert pour arrêter les 2 auteurs identifiés lors du cambriolage. Les jeunes suspects habitent un quartier sensible du 20e. Didier a demandé un renfort de la BAC. Tony est également présent. Petit brief rapide. Vol et frac à la forêt indiquée au 16 le soleil. Donc je pense que vous connaissez déjà tous le truc. Vous avez vu déjà en partie les vidéos. On fige, on rassemble tout le monde, on notifie la garde à vue et après on fait la perquise minutieuse. Les domiciles des cambrioleurs présumés sont voisins. Pour être sûr qu'ils ne soient pas prévenus, les hommes de la brigade d'enquête ont décidé de les interpeller simultanément. La BAC accompagne Didier chez la famille d'un des jeunes réputé difficile. C'est une famille qui a déjà posé des difficultés dans le passé, avec un grand frère qui a été incarcéré il y a peu de temps. C'est la raison pour laquelle on a préféré être un peu plus nombreux. Sur place, pas le moindre bruit. Les policiers se font le plus discret possible. Pour entrer dans l'appartement, Didier préfère employer la méthode douce. Bonjour. Fin de salon. Doucement, monsieur, doucement. 6h30, les policiers s'engouffrent dans l'appartement à la recherche du jeune cambrioleur présumé. Les policiers réunissent tous les membres de la famille dans le salon. Asseyez-vous dans le canapé, s'il vous plaît. Quelle heure est-il ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le grand frère, récemment sorti de prison, est également présent. La mère se met en colère contre les policiers. Lâche le truc, monsieur, pourquoi tout ça ? Il est mineur, je veux savoir qu'est-ce qu'il a fait d'abord. Il faut que ça se passe bien. Calmez-vous, vous êtes de ouf, vous devez réveiller les gens comme ça, tout craquer. Je veux savoir ce qu'il a fait, il a 15 ans, monsieur. Il est 7 heures, tu es placé en garde à vue pour vol et fraction. D'accord ? À l'annonce des faits reprochés, la mère n'a pas l'air surprise. Elle sait que son fils risque de passer un long moment avec les policiers. Alors, avant son départ, elle prend soin de lui. Je voudrais savoir juste votre sentiment par rapport à ce qui se passe ce matin. Ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Ça me fait ce que ça me fait, monsieur. Vous avez l'habitude de ce genre de... Non, non, j'ai pas l'habitude. Je veux pas avoir l'habitude. Tu sais pourquoi la police t'arrête? Rien du tout. C'est pas moi. S'ils viennent te chercher, c'est pas par hasard. Si.
Vous croyez, il se trompe pas ou quoi? Pas lui laver le visage. Non, non. Ah, laver le visage. Ouais. Pendant ce brin de toilette, les policiers procèdent à la perquisition. Ils doivent à tout prix trouver des indices pour confondre le suspect. Chaque pièce de l'appartement est passée au peigne fin. Il y a du matériel informatique qui a été dérobé. Je cherche si on trouve quelque chose. Aucune trace de la marchandise volée. Mais dans le salon, Tony et Didier vont trouver un indice capital. C'est ça, je crois. Moi, ça y ressemble. Pour l'instant, on a vu sur la table du salon un pantalon qui ressemble à celui qu'on recherche. Didier emporte avec lui le jogging du cambrioleur présumé, le même que l'on voit sur la vidéo le jour des faits. C'est la preuve que recherchaient les policiers. Je le mets dans mon sac. À tout à l'heure, madame. À tout à l'heure, bonjour. Au même moment, une autre équipe de la brigade d'enquête est sur le pas de la porte du deuxième suspect. Police, ouvrez. Qu'est-ce qui se passe encore? Apparemment, la mère semble habituée aux visites matinales de la police. Le jeune suspect est tiré du lit. Assis. On n'est pas méchant, viens avec moi. On va t'expliquer pourquoi on est là. C'est pas la première fois qu'il y a du monde qui débarque comme ça chez toi le matin. Vas-y, mets-toi le futal. T'as un t-shirt de près là sous la main? Ce qu'on cherche ici, c'est simple, c'est de la marchandise volée. Alors est-ce que tu as de la marchandise volée chez toi? Eh ben on va chercher, c'est pas grave. Les enquêteurs doivent mettre la main sur tous les indices importants, comme le téléphone portable du jeune homme. Le portable, il est à qui là? Il est à moi. D'accord, bon, portable. Bon, attends, je vais le prendre tout de suite, tiens-toi s'il te plaît. Le portable du garçon est un élément déterminant pour les policiers. Sur la vidéosurveillance, on voit son téléphone, peut-être une preuve accablante pour l'adolescent. Est-ce que la police te reproche, ça te dit quelque chose? Ça me dit rien. Tu sais ce qu'ils cherchent là? Ouais. Des trucs de valeur. Des trucs que t'aurais pas acheté, par exemple? Non, y a pas de trucs qu'il a pas acheté. Elle est déjà venue te chercher au poste, ta maman? Ouais. Il me rappelle plus. Assise à l'écart, dans la pièce d'à côté, la mère semble résignée. C'est comme si vous foutez un gros seau d'eau sur quelqu'un à 7h du matin. Ben voilà ce que ça fait. C'est désolant aussi. Comme c'est pas la première fois, maintenant j'en suis plus à me poser des questions, j'en suis à... Il faut agir, quoi. Ça peut pas durer, quoi. C'est pas la première fois que je fais des conneries. Tu vas dire au revoir à ta mère et je te fais les passes après. Gêné, il embrasse sa mère et sa petite sœur. Mais oui. Il sait qu'il ne rentrera pas de la journée à la maison. Tu sais comment ça se passe, hein? Ouais, ça marche. Retour au commissariat. Les auditions sont sur le point de commencer. Mais un élément de taille saute aux yeux des enquêteurs. Pourquoi vous prenez en photo? Parce qu'il est habillé dans la tenue qu'il portait au moment des faits, à savoir qu'il a exactement les mêmes baskets, le même pantalon et puis le sweat également. Et il a devant lui également le petit sac en bandoulière qu'il portait au moment des faits. Donc c'est la tenue exacte qu'on voit porteur sur la vidéo. Avec des vêtements identiques et l'identification formelle des suspects sur la vidéosurveillance, le dénouement de l'enquête est proche. Les auditions ne vont être qu'une formalité. Dans un premier bureau, le suspect principal. C'est pourquoi on est venu te chercher. Faut que tu t'expliques sur ça. Dans le bureau d'à côté, une enquêtrice se charge de faire parler son complice. Elle lui présente des preuves accablantes. Ah, c'est toi. Tu te reconnais? À moins que tu aies un double sur place qui ait porté exactement les mêmes vêtements. L'étau se resserre. D'autant que le patron vient de mettre la main sur un nouvel élément. J'ai mon collègue qui me dit qu'il a une info intéressante là,
Didier et ses collègues sont sur la piste du troisième auteur du cambriolage. Ouais. Ouais, on a lancé le téléphone volé. Ouais. Et en fait, le vice... Alors ça, c'est le lendemain des faits. Ouais. Il a été associé avec une puce. L'utilisateur de la puce, elle est au nom de... Ouais. Qui plus est, l'enquête de voisinage a permis de déterminer qu'il y avait un jeune gars qui s'appelle également et qui correspond au descriptif physique qu'on a sur la vidéo. Et ben voilà, donc on a sa photo à l'écran. Si on a une photo là, ça veut dire qu'il a été signalisé. Donc on va retrouver des éléments intéressants sur lui en consultant les procédures. Donc là, on va faire des recherches sur lui. Hein. Voilà. Donc lui, on va le convoquer. Quelques heures plus tard, le jeune en question se présente au bureau des enquêteurs. Il est en pleurs. Qu'est-ce qui t'arrive là? On va avoir fait une connerie? Hein? Quoi? Alors, on n'est pas en audition, je discute. Sur les images de vidéosurveillance, on le voit entrer dans l'entreprise, puis ressortir à peine quelques secondes plus tard, au moment où ses complices sortent le matériel informatique. C'était quoi ton rôle exactement ce jour-là? Rien, il se regardait. Comme vous verrez sur la vidéo. Le garçon avoue avoir aidé ses copains pendant le cambriolage. Le jeune homme surveillait l'extérieur en téléphonant à ses complices restés à l'intérieur. Les enquêteurs le placent en garde à vue. Les preuves s'accumulent. Face à l'évidence, le suspect numéro 1 passe lui aussi aux aveux. Ok, alors qu'est-ce que tu peux me dire? À la fin de son audition, le voleur va même nous livrer ses secrets. Celui qui rentre, il prend le plus d'argent. Ceux qui sont à l'extérieur, ils prennent moins. Donc là, c'était toi qui étais censé prendre le plus d'argent? Ouais, avec la personne qui est rentrée aussi. Combien? T'avais une idée? Bah, en tout cas, plus de 1 000 €. Parce que c'est une grande entreprise, ça. Comment vous faites? Vous revendez direct les objets volés? Ouais. Vous faites quoi? On peut pas garder ça. Déjà, ils font l'erreur de garder ça, mais on revend tout directement. C'est facile la revente. Et il y a plein de magasins où ils achètent des ordinateurs portables et tout. Mais là, on n'a pas pu, là. Franchement, on pense pas de se faire attraper quand on fait ça. On pense juste à ce qu'on va avoir après le vol. Si je suis millionnaire, j'arrêterai, par exemple. Ouais, donc t'arrêteras jamais. Bah si, peut-être je serai millionnaire. Hein. Mais pour l'instant, je vais à l'école, donc... Si tu attends d'être millionnaire pour ne plus commettre de vol, on va te retrouver en prison à l'âge de 16 ans. Hein. On peut te retrouver au quartier mineur de Fleury ou de Fresnes. Et franchement, contrairement à tout ce qu'on peut entendre dehors, je ne te le souhaite pas. Les 3 cambrioleurs vont être déférés devant le juge. À 15 ans, ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Alors certains le prennent avec le sourire. On est là. À cet âge-là, il n'y a pas de poursuite pénale réelle. Hein. Il y a un encadrement, mais en tout cas pas de prison, ça c'est sûr. Il y a un suivi social, éducatif, et souvent les parents n'y accordent pas autant d'importance qu'il faudrait y accorder, et ça fait que souvent on les retrouve dans les mêmes situations. Dans le 20e arrondissement, un quart des auteurs de cambriolage auraient moins de 18 ans. Ces jeunes agissent souvent sur un coup de tête, sans préparation. Leur mode opératoire les trahit. D'autres, en revanche, sont plus expérimentés. Ce sont de vrais pros en matière de vol. Il s'agit des pickpockets. Leur terrain de prédilection, le quartier de Belleville. Avec son long boulevard, ses rues commerçantes, ses terrasses de café bondées, c'est le lieu idéal pour se fondre dans la masse et dépouiller les passants. En patrouille dans le coin, Tony et son équipe ont repéré un duo de pickpockets qu'ils connaissent bien. Le deuxième véhicule a repéré 2 individus qu'on a déjà interpellés il y a quelques mois de ça pour vol à la tire. Et là, ils semblent s'intéresser aux clients des terrasses, des bars qui se trouvent sur Belleville. Tony décide de les prendre en chasse. Les 2 hommes se trouvent à une trentaine de mètres de lui. La filature va durer plus d'1 heure. À la tombée de la nuit, les bars se remplissent.
Les deux pickpockets se tiennent en face d'une terrasse de café et guettent une cible potentielle. Pour Tony, c'est le signe qu'ils vont bientôt passer à l'acte. Il doit ruser pour ne pas se faire repérer. Bonsoir. C'est la police. Je peux regarder quelque chose, ça vous dérange pas? Merci. Depuis ce restaurant, Tony surveille les moindres faits et gestes des deux individus en face. Donc là, dans le temps qu'ils sont posés, on reste à distance, on a une vue, mais après, il va falloir resserrer le dispo si jamais ils partent pédestrement pour commettre une bêtise. Soudain, un camion bouche la vue de Tony. Et en quelques secondes, les pickpockets se sont volatilisés. Tony n'a pas vu la scène, mais ses collègues restés de l'autre côté du boulevard ont aperçu les deux hommes commettre un vol en flagrant délit. Les policiers les séparent pour éviter qu'ils ne communiquent entre eux. Moi, non voleur. Les policiers de la BAC les ont déjà arrêtés plusieurs fois. Alors, ils commencent à se lasser de leur discours. Je te jure, ça fait 2 fois en 3 semaines. Non, moi, non voleur. Je te jure. Pourquoi tu prends moi? Quelqu'un qu'on a déjà interpellé il y a 3 semaines. On les avait suivis pendant 2h30. Ils avaient interpellé sur le 10e, ils avaient volé un sac à main. Ils disent que c'est pas eux, la chose. Les deux hommes sont conduits au commissariat. Mais pour Tony, l'affaire n'est pas terminée. Le seul souci, c'est qu'ils ont volé un sac, mais comme ils ont dû être masqués par un camion ou un véhicule, ils n'ont pas vu exactement à qui ils l'ont volé. La priorité pour lui, c'est de retrouver la victime. Un peu plus loin, dans une ruelle sombre et à l'abri des regards, Tony et une collègue découvrent le sac que les deux pickpockets fouillaient avant d'être arrêtés. T'as une CB au nom de Suman, mairie, Brébus, carte vitale, c'est Poitiers, 69. Les adresses, c'est Poitiers. Ils fouillent le sac à la recherche d'indices pour contacter la victime. Ah, mais tu dois avoir un calepin avec des numéros. Là, t'as checké. Un numéro qu'on peut appeler. Une facture. À Poitiers, c'est ça. Un numéro apparaît sur une facture, certainement celui de la victime. Par chance, on ne lui a pas dérobé son portable. Une collègue de la BAC réussit à la voir au bout du fil. Vous êtes où, monsieur? Parce que tout à fait, on a interpellé les individus et on a votre sac. Les policiers de la BAC lui donnent rendez-vous au métro Belleville. Quelques minutes plus tard, la victime est sur place. Vous allez nous suivre? Ouais. Jusqu'au commissariat du 20e? Ouais. Vous allez être entendu? L'homme, de passage à Paris, est impressionné par la rapidité du vol. Ouais, j'étais en train de boire un verre avec un ami et j'avais mon sac sur mes pieds. Enfin, il est assez long, mais une partie sur mes pieds, justement, parce que je pensais être prudent. et voilà, et tout d'un coup, j'ai sursauté parce qu'il n'y avait plus mon sac sur mes pieds. Tu t'es rendu compte de rien? De rien du tout. Et je sais pas si c'est 1 seconde après ou 20 secondes après. C'est-à-dire, j'en sais rien du tout. Retour au commissariat. Lors de la fouille d'un des pickpockets, un des policiers de la BAC trouve un portefeuille. C'est à vous? C'est pas votre portefeuille? Non. Mais apparemment, pas celui de la victime. Bah ça, c'est noté à une autre victime, parce que c'est allemand. Ah ouais. Assieds-toi. Ce soir-là, le pickpocket n'en était pas à son premier coup. Il réserve pourtant une toute autre version aux policiers. C'est des cachetés portés en Allemagne. Tiens. Toi, t'es parti en Allemagne? Oui. Tony connaît le casier du voleur. Il sait que c'est impossible. Alors, t'es parti en Allemagne? Oui. D'accord, t'es sorti quand de prison? Tu m'as dit. 3 jours. Il y a 3 jours? Et il va le mettre dans une mauvaise posture. Là, toi, malheureusement, c'est un ticket d'entrée pour un truc particulier. Et il y a une date. Donc, à la prison, ils t'ont laissé sortir le 26 août. T'as eu une permission de sortie, sachant que t'as aucun papier. T'as été en Allemagne, t'as été visité, t'as pris le téléphérique. Face à l'évidence, l'homme ne cherche plus d'excuses. Ok, merci beaucoup. Il est conduit au sous-sol pour être fouillé avant d'être placé en garde à vue. La fouille de son complice, elle, s'est avérée fructueuse. Ça, c'est sur lui, dans sa poche arrière. Les policiers de la BAC retrouvent le portefeuille et les clés de maison de la victime. Toutes les preuves sont réunies. Pour l'auteur principal du vol, c'est une récidive. Ça risque de lui coûter cher. Donc là, il vient de sortir de 3 jours, il y a 3 jours de prison et il recommence ses bêtises. Voilà, apparemment. Combien? Quelle peine? 4 mois de prison.
ferme. Je pense qu'il risque de repartir en prison aussi sec. Un peu plus tard dans la soirée, les policiers de la BAC ont repris leur patrouille. Ils viennent d'arrêter 2 jeunes sur un scooter. C'est pourquoi il t'arrête? Parce que je crois que j'ai failli vous tamponner, donc j'ai pas fait exprès. Et voilà, c'est tout. A priori, les policiers procèdent à un banal contrôle de routine. T'as les papiers du scoot, t'as une pièce d'identité. En réalité, ils s'intéressent surtout au conducteur du scooter. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, moi je peux pas expliquer ça dans la rue en fait. Les policiers ne veulent rien dévoiler devant le jeune homme. À l'écart, Tony nous explique les vraies raisons de ce contrôle. Dans la cité juste derrière, on a des caméras qui sont installées un peu partout et il y a un technicien qui vient assurer la maintenance. Et hier matin, en assurant la maintenance, il s'est fait braquer avec une arme de poing par un jeune individu sur un cyclomoteur identique. Sous ses airs innocents, ce jeune est suspecté dans une affaire de violence avec arme. Les policiers de la BAC ont eu l'œil. Ils ont relevé son identité et son adresse en vue de l'interpeller plus tard, sans que le jeune homme ne se doute de rien. Trois jours plus tard, Tony a eu confirmation que le jeune conducteur du scooter est bien celui qu'il recherchait. La BAC doit maintenant l'arrêter. On a téléphoné à son collège, il n'est pas au collège actuellement, donc il est probablement à son domicile. Donc on va là-bas. Le jeune homme habite dans une des cités du 20e, minée par le trafic de drogue. Bonjour, vous pouvez nous ouvrir s'il vous plaît? C'est la police. C'est la police, madame. On se dépêche. Allez, s'il vous plaît, vous ouvrez la porte. Bonjour. C'est la mère qui ouvre la porte. À ses côtés, son fils, celui que recherche la police. Viens avec nous. Oui, quelque chose. On garde à vue. Pourquoi? On va vous expliquer. J'ai rien fait, madame. Attendez, on va vous expliquer, on va vous expliquer. Attendez, il y a quoi? Il y a quoi? J'ai rien fait. On va se calmer, on va se calmer. La mère réagit violemment à cette visite surprise. Elle s'interpose entre les policiers et son fils. D'accord, touchez pas en fait. Personne, on va parler fils. Reste réveillé. On va parler, c'est fini, c'est bon, il y a personne qui te fait. Ah, monsieur, je vous dis, j'ai rien fait. Je prends garde à vue, j'ai rien fait. Tony tente de garder son sang-froid pour éviter que la situation ne dégénère. On va se calmer, on va passer 80. Tu vas y aller en garde à vue. Stop. Bon, écoute, on va discuter avec ta maman, tu te calmes. Tu t'assieds. Ça va aller mal, je vous jure que ça va aller très Non, ça va pas aller. On va péter, ça va péter. Si vous voulez. Qu'est-ce qu'il a fait, mon fils? Il a 14 ans, il a fait quoi? Je vais vous l'expliquer au lieu de vous énerver. Tony décide de prendre à part la mère. Pour la calmer, il va minimiser l'affaire. Oui, je vous écoute. Il aurait fait une bêtise, ils étaient 2 sur un cyclomoteur. Il Oui. n'y a pas eu de vol, c'est pas du stup. Oui. C'est juste qu'il aurait peut-être menacé avec une arme. Bon. Un monsieur qui intervenait dans la cité, là, qui faisait une maintenance sur un poteau. C'est pour ça qu'on veut juste s'expliquer. La mère n'a pas l'air surprise. En fait, son fils est suivi par un juge depuis plusieurs années. Tous les jours, je suis là-bas. Monsieur le juge, faites quelque chose pour ce gosse. Parce qu'il est pas fait pour être voyou. Non, il n'est pas fait pour être voyou, il n'a pas encore la carrure. Il a fait une petite bêtise, faut qu'il s'explique. Donc il va s'expliquer. Ça fait depuis l'âge de 3 ans, je fais tout. Cette femme, mère célibataire de 5 enfants, vit dans la misère. Chez elle, pas de meubles, les murs sont délabrés, les toilettes à peine fonctionnelles, et sur le sol, des ordures et des mégots. La mère explique à son fils de quoi les policiers l'accusent. Je sais pas si c'est toi, vous sortez ton ami, vous avez sorti une arme. Menace. Mais non, putain. C'est quoi l'affaire? J'avais un pistolet à billes. Ah, il est là. Eh ben voilà. Eh ben voilà, calme-toi. Un pistolet à billes. Je dis rien. Il s'agissait finalement d'une arme factice. Pour lui, ce n'était qu'un jeu, mais pour les policiers, c'est très sérieux. Mais oui, mais si tu l'as menacé avec une arme, le mec a peut-être cru que c'était une vraie. Eh ben oui, mais attends. De loin, il pense que c'est une vraie, voyons. Mais réfléchis. Tu vois une différence entre celle-là et celle-là? Ouais. Et ça veut dire que vous allez me mettre en garde à vue pour ça? Oui, mais Mais tu vas pas y passer la nuit, tu vas t'expliquer, tu dis la vérité, puis basta. Les policiers saisissent l'arme factice du jeune garçon. À 14 ans, il n'a pas l'air de mesurer la gravité de son geste. garde à vue, tu en as déjà fait, t'as l'habitude. Apparemment, ce n'est pas la première fois qu'il se servirait de cette arme factice pour faire des bêtises. Mon fils, il fait beaucoup de conneries.
avec justement l'arme qui est fausse là. C'est des conneries, vol de vélo, vol de machin. Le seul problème qui se pose ici, c'est qu'il doit partir de ce quartier. Ici, c'est la fréquentation. C'est un quartier où il y a tout. C'est un quartier de drogue, c'est un quartier de shit. Ça, c'est les petits qui vont prendre la relève. Mais moi, je refuse mon fils qui prend cette putain de relève. Dans quelques semaines, le jeune homme sera une nouvelle fois convoqué par le juge. Aujourd'hui, plus d'un quart des affaires traitées par la police du 20e arrondissement impliqueraient des mineurs.